trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous, économiste, présidente de RF Research et cofondatrice de Caleis 360. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Adrien Dumas nous accompagne également, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Et Thierry Gill est avec nous, président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Thierry, vous êtes spécialiste du marché américain. Vous revenez, du marché américain, oui, quasiment. Vous revenez des États-Unis où se tenait ces derniers jours la grande conférence annuelle de la maison Raymond James, c'est ça. Floride, toujours. Orlando, toujours. Thierry, il y a un peu de friture sur la ligne entre Donald Trump et les marchés, alors qu'on marque aujourd'hui le 50e jour d'exercice du pouvoir de Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe et quelle est l'évaluation que vous faites de ces 50 premiers jours d'exercice du pouvoir ? Alors le bilan est plutôt assez controversé. On a le message qu'on a reçu des entreprises, le maître mot, c'est vraiment l'incertitude. Et c'est probablement en bourse ce qui génère effectivement tant de volatilité. C'est vraiment des déclarations parce que cette conférence est une conférence généraliste, donc on voit des entreprises aussi bien dans les secteurs cycliques ou défensifs, et c'était vraiment le maître mot. Alors, porter un jugement sur les 50 premiers jours, il y avait une volonté, je pense, de la part de Trump de marquer son territoire, de donner en fait des grandes lignes, mais avec des points de rupture qui sont excessivement forts. Et ce que je rappelle un petit peu à tout le monde, c'est que sa manière de vouloir mettre en place ces plans de réforme passe par des mesures, par des décrets, par des executive orders, ce qui a un avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite, mais ça a un inconvénient, c'est que ça nécessite, et ça peut être contesté devant les tribunaux. Ce qui veut dire que, comme on l'a vu sur l'aide à l'international, sur les ONG ou autres, ça peut être contesté. Voilà. Donc, il y aura d'autres échéances, mais actuellement aux États-Unis, il y a pas mal de confusion du côté des dirigeants des entreprises. Donc ça crée une couche d'incertitude judiciaire en plus de l'incertitude intrinsèque liée à l'animal politique qu'est Donald Trump. Oui, en fait, notre analyse politique qui est basée à Washington a décortiqué un petit peu cela en 3 étapes. La première, c'est que il propose des choses qui sont très controversées et qui généralement donnent lieu après à éventuellement un reflux de sa part. On l'a vu dans l'attitude avec le Canada et le Mexique, en frappant fort, en faisant un pas en arrière, de nouveau un pas en avant. Et il est probable que dans certains cas, sur d'autres sujets, ça finira devant des tribunaux qui seront amenés à arbitrer. La décision de la Cour suprême la semaine dernière était intéressante parce que sur les 9 juges qui y figurent, oui. La majorité est républicaine et pourtant ils ont remis en cause la décision de Trump. Oui. Certains d'entre eux ont été nommés par Trump, si c'est pas de bêtises. C'est ça. Ça a été plutôt quand même un blow pour Trump. Enfin, ça a été un... Oui, c'est ça. Donc on verra sur d'autres sujets si on observe le même phénomène. L'incertitude que Donald Trump injecte aujourd'hui, et on a alors les analystes, les économistes sont parfaitement, habitués à mesurer ces niveaux d'incertitude. Il y a des modèles pour ça, sur le plan commercial notamment. L'incertitude de Trump, générée par Trump 2.0, est déjà beaucoup plus élevée que le maximum de l'incertitude que Trump 1.0 avait pu générer. C'est une incertitude stratégique, voulue, c'est maîtrisé, c'est contrôlé, il y a un projet au bout. Enfin, au bout de 50 jours, c'est la question déjà qu'on peut se poser, Thierry. Il a surtout un calendrier, c'est-à-dire que ça, c'était encore une fois présenté à la conférence. Quand vous prenez, en fait, je vous rappelle, aux États-Unis, au niveau politique, la Chambre basse, la Chambre des représentants, est réunie en intégralité tous les 2 ans. Le Sénat par tiers tous les 2 ans. Ça veut dire que dans un peu moins d'1 an et demi, un peu plus, en novembre prochain, il y aura des élections américaines. Depuis l'an 2000, nous aurons eu donc, aujourd'hui, il y aura eu donc 13 élections de mi-mandat. Ouais. Par 11 fois sur 13, le parti au pouvoir a perdu l'élection. Et donc, très clairement, ce que disait notre stratégiste, il dit en fait, il a 18 mois pour réussir. Son objectif, c'est ça. C'est ne pas être la 12e défaite du parti au pouvoir à l'occasion de ces élections de mi-mandat. Je pense, en tout cas, c'est l'analyse qu'on fait aujourd'hui, d'où l'idée de vouloir aller vite, peut-être trop vite diront certains, mais très clairement, il y a cette échéance. Je vous rappelle que sa majorité n'est que de 3 sièges à la Chambre basse, et au Sénat, c'est 53-47 pour les Républicains, donc c'est assez juste.
Véronique, parlons de Donald Trump, 50e jour d'exercice du pouvoir. Et hier soir, dans une interview diffusée sur Fox News, Fox Business, Donald Trump nous dit, interrogé sur le risque de récession de l'économie américaine, alors il tourne autour du pot, je déteste ce genre de prédiction, mais oui, l'économie américaine est dans une période de transition, affronte une période de transition. Ça résonne avec ce qu'il avait dit quelques jours plus tôt, il y aura un peu de disturbance, un peu de perturbation. Nous sommes OK avec ça. Et ce qu'il avait dit encore quelques semaines précédentes, y aura-t-il de la douleur ? Pain, c'est le mot qu'il utilisait à l'époque. Oui, peut-être un peu. Là aussi, c'est pas le Trump 1.0 tel qu'on l'a connu, en tout cas, pour son premier mandat. Exactement. C'est même pas d'ailleurs le Trump de la campagne, parce qu'il n'a jamais promis de la douleur. Il a quand même toujours promis l'opulence, le succès, la réussite, la croissance, les emplois, etc. Il a changé et je dirais que c'est assez évident. Je pense qu'aujourd'hui, il a toujours été évident que le double choc de la montée des tarifs, d'une montée substantielle, assez générale, des tarifs à l'importation, et combiné à des baisses significatives de dépenses publiques, serait récessionniste. Donc aujourd'hui on est là et on le voit bien, la confiance des agents, des ménages, même des entreprises, la confiance des PME qui a vraiment été portée par la réélection de Donald Trump. 2 mois plus tard, on regarde leur plan d'investissement, c'est retombé au point zéro, enfin au point de départ. Donc il y a vraiment des doutes. Je pense que les Américains, tout autant que les étrangers d'ailleurs, ou les extérieurs, sont pris de court par la brutalité, la rapidité des réformes, la brutalité d'Elon Musk. Et on commence à voir effectivement un mouvement de contestation qui ne s'adresse pas à Trump, mais qui est plutôt adressé contre Elon Musk et sa politique qui est jugée trop brutale, trop violente et sans doute mal avec de mauvais objectifs. Et donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que ça peut tomber ? Oui, indiscutablement. Pourquoi les marchés l'ont pas vu et pourquoi la plupart des économistes l'ont pas vu avant les élections ? C'est parce qu'il y avait les baisses d'impôts massives. Et que là, pour l'instant, il n'y a plus de baisse d'impôts dans le discours. Et ce qu'on comprend bien, c'est que si on veut des baisses d'impôts, eh bien, il va falloir faire des sacrifices. Faire d'abord les économies. Exactement. Ouais. C'était le risque qu'on avait mentionné comme un des risques majeurs de récession. La séquence est contrainte quand même par les marges de manœuvre réduites en termes de finances publiques. Exactement. Il ne fait pas ce qu'il veut de ce point de vue-là. Exactement. Et la manière dont il fait les choses, parce qu'on veut aller vite, et j'ai envie de dire vivement qu'on ait dépassé les 100 jours, parce qu'on va peut-être calmer un peu le rythme, mais bon on ne sait même pas. La manière dont les choses sont faites est extrêmement violente, parce qu'elle doit répondre, je pense, et parce que Trump doit revenir avec ses promesses de baisse d'impôts. Est-ce que l'économie américaine peut sombrer ? On n'a pas d'éléments. C'est les mêmes éléments qu'on avait évoqués ces derniers trimestres, quand on a eu des petits stress. Il n'y a rien qui, cycliquement, laisse penser qu'on ait de la place pour un ajustement violent, type récession classique, potentiellement profonde, à l'exception de la tenue des marchés financiers. C'est là, à mon avis, que va se jouer le risque. C'est là qu'on commence à regarder de près, effectivement, à reprendre toutes nos estimations, effets richesse, etc. Pour l'instant, l'immobilier tient, les prix de l'immobilier tiennent. Mais enfin, la répartition de l'immobilier, elle est ce qu'elle est. Donc, et c'est là que ça peut tourner très mal, en réalité, et surtout pour Donald Trump. Mais voilà, on est dans l'expectative avec une banque centrale qui a pour l'instant quand même, et heureusement que Jérôme Powell l'a confirmé, pour l'instant il n'y a pas de raison de changer le cap de la politique monétaire. Ça veut dire que la Banque centrale n'est pas en mesure d'anticiper ce risque ou de prévenir ce risque de récession, ce qui pourrait calmer la donne sur les marchés. J'ai été frappé, alors il y a plein d'indicateurs de marché de sentiment, il y en a un qui est très connu, c'est le AAII, enfin le sentiment auprès des investisseurs, qui à peine le S&P avait baissé de 5% par rapport à son sommet, que cet indicateur-là est passé en zone extrême bearish. Quand même, 5% de baisse, ça fait basculer tout le monde dans l'idée qu'à 6 mois, les actions vont forcément continuer de baisser, quoi.
C'est toujours, on paye tellement cher, enfin, les multiples sont tellement élevés qu'il y a une exigence de résultat qui fait que la moindre déception peut provoquer effectivement des mouvements de retrait, d'aversion au risque, assez peut-être disproportionnés, mais qui peuvent trouver leur explication par les attentes qui sont très élevées, comme l'expriment les PE. Bon, et donc pour vous, c'est la course des marchés qui peut faire basculer l'économie américaine dans un scénario ou dans un autre? Oui, alors Trump n'est pas tout à fait, Elon Musk n'est pas tout à fait une variable insensible, hein, donc, mais effectivement, s'il met à exécution ses menaces en termes de dépenses publiques et d'emplois publics principalement, mais il n'y a pas que ça, hein, eh bien, effectivement, on verra le risque de récession augmenter sensiblement. Or, qu'est-ce qui se passe s'il y a un risque de récession? La hausse des tarifs, les entreprises seront bien obligées de l'avaler. Hein. Donc, il y aura non seulement moins de demandes domestiques, mais en plus, ce choc que les entreprises américaines risquent de devoir absorber complètement. C'est pas tout à fait ce qui était pricé dans les perspectives. Ah non, c'était pas ce qu'on avait en tête quand on parlait d'exceptionnalisme américain. Et tout ça se mesure effectivement dans la réaction. Mais je crois que même pour Donald Trump, Elon Musk devient un peu trop brutal. Il lui a dit la semaine dernière, il faut arrêter d'y aller avec la hache, il faut y aller au scalpel maintenant. Adrien, vos commentaires, et puis si c'est une question de marché, où est le put ? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut stabiliser un marché si vraiment il faut se préparer? Bon, le Nasdaq est à moins 12 aujourd'hui par rapport au sommet, mais donc ça reste encore acceptable au regard du volume de hausse qu'on a enregistré sur les 2 dernières années. Mais s'il y a besoin d'un coupe-circuit, d'où peut-il venir? C'est une bonne question, sachant que ce week-end, on a l'impression quand même que la tentative, c'était d'envoyer un peu des pompiers en disant vous inquiétez pas, c'est à peu près sous contrôle et tout va bien. On voit que la réaction des marchés n'est pas du tout, les pompiers ont rassuré. Donc la question de où est l'événement salvateur, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il viendra quand même plutôt des taux, l'anticipation des taux, c'est-à-dire est-ce que le suivi inflationniste continue à être bien cadré, que finalement sur les tarifs, on est un peu moins agressif que prévu et que donc on redonne de la marge de manœuvre à la Banque centrale pour accompagner un ralentissement qui effectivement semble assez évident. Et enfin, je rappelle quand même que l'indicateur de surprise économique, en fait, il s'est retourné déjà dès novembre, en fait. Donc juste après l'élection de Donald Trump, on avait déjà en fait un cycle de déception sur les indicateurs économiques, des entreprises qui pendant la publication des résultats annuels ont quand même été assez prudentes en disant notamment les industriels se sont préparés à ces hausses de tarifs douaniers, donc ont beaucoup commandé, donc beaucoup de stocks. Donc attention, le premier trimestre, même le premier semestre est un petit peu difficile. Donc on est dans ce moment qui n'était déjà pas facile. Et en plus, là, on dit attention, ça va durer plus longtemps que prévu parce que c'est transitoire. Et donc la réaccélération, qui était l'élément qu'on avait pricé avec l'arrivée de Donald Trump en 2025-2026, il va falloir certainement la reporter dans le temps. Voilà, donc oui, c'est vrai que si on met tout ça dans l'entonnoir, on se dit qu'effectivement, là, à court terme, il va y avoir un peu de chahut et effectivement beaucoup de volatilité. Les taux ont quand même corrigé rapidement quand même aux États-Unis. Hein, le 10 ans américain a quand même beaucoup baissé, ce qui permet aussi à certains secteurs ou certaines industries, ou à certains actifs comme l'immobilier de tenir un petit peu. Mais l'effet richesse, je pense que c'est effectivement un bon sujet. Le Bitcoin vient de perdre 15% en ligne droite. Le retail qui était très participant après l'élection de Donald Trump, visiblement est en train beaucoup de réduire la voilure aussi. Donc voilà, certainement d'où viendront un peu les questions et les risques peut-être à court terme sur les indicateurs économiques. Et là, c'est un marché compliqué. Du point de vue des indices américains, là, Voilà, on a le retournement traditionnel du momentum, qui était vraiment tout ce qui avait été tiré depuis, on va dire, septembre, c'est-à-dire au moment où la probabilité de Donald Trump arrivant à la tête des États-Unis était vraiment bien identifiée. Et on va dire que tout ce qui a été porté depuis septembre jusqu'à le point haut de mi-novembre est en train un petit peu de faire marche arrière. Voilà, c'est assez, je trouve, comment dirais-je, et donc c'est quoi? C'est les niveaux de septembre qu'il faut regarder? C'est ça le seuil de douleur là pour le marché? Parce qu'on a déjà effacé une bonne partie de tout ça. Ça va être des moments où, en tout cas, il y a quelques hedges qui vont commencer à devoir se couper. Là, on sent, il y a pas mal d'éléments qui traduire le fait qu'il y a pas mal de hedges qui sont un peu en difficulté, qui sont en train de revoir un petit peu leur niveau de levier, parce qu'effectivement, les points de septembre ont été dépassés à la baisse. Donc oui, c'est un moment de volatilité. On voit des titres qui plongent très très rapidement, alors que les fondamentaux, prenons juste la thématique de l'IA, on a eu Broadcom qui a publié vendredi, c'était quand même plutôt bon, il n'y a pas de stress particulier, et les titres restent sous pression, parce qu'effectivement c'est des gros composants, notamment de la partie momentum du marché qui a été fortement tirée. C'est une logique de flux là, c'est ça, il n'y a pas de discrimination. Nvidia, Tesla, le profil de ces entreprises n'a pas changé en 3 semaines ou en 2 mois. Véronique, vous vouliez ajouter un point? Non, je voulais dire, un élément aussi assez angoissant, c'est quand on dit waouh. Et le jour où il y a un vrai risque de récession, là, qu'est-ce qui nous prépare Trump? Ça complexifie encore parce que... Qu'est-ce qu'il a en stock pour gérer une éventuelle récession dans son programme? Qu'est-ce qu'il peut sortir de son chapeau
un accord, bon, je ne vois pas trop un accord sur la baisse du dollar, mais voilà la question qui est Ça quand a été même, théorisé, oui. Exactement, ou autre chose, et peut-être une mesure fiscale d'ailleurs, puisqu'on a complètement oublié que ça faisait partie du programme quasiment, mais il peut la ressortir. Je crois qu'Elon Musk mais je n'ai pas trop vu repris, alors que je pense qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied. Il y a peut-être 2 semaines, avait dit, avec toutes les baisses de dépenses fédérales qu'on a à notre actif, on va pouvoir envoyer un chèque de $5 000 à tous les Américains. J'ai rêvé, non. Ils s'en passent beaucoup les week-ends. Alors bien sûr. Mais, on va vous redonner du pouvoir d'achat avec ça. Mais bien sûr. Et donc, on navigue dans cette espèce de flou artistique extrêmement inconfortable. Mais voilà, c'est un thème de l'incertitude absolue. Il y a un Trump double face. Première guerre comme ça, que j'ai retrouvé les chiffres, parce que là, la Chine vient de mettre en place des tarifs de rétorsion sur l'agriculture américaine, qui avait beaucoup souffert de la première guerre commerciale. J'ai vu que les faillites avaient explosé de 25% dans le secteur agricole, et j'ai retrouvé les chiffres. Ça avait coûté 27 milliards de dollars de pertes au secteur agricole américain, la première guerre commerciale, compensée en très grande partie à hauteur de 23 milliards de dollars par des subventions fédérales. C'est-à-dire que dans la guerre tarifaire, Trump, derrière, quand même, envoyait 23 milliards de dollars de subventions au secteur agricole qui se retrouvait en première ligne comme ça, notamment face à la Chine. Sur le marché, Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation après, notamment, encore une fois, les années de rallye, d'exceptionnalisme américain qu'on a vécu. Alors, vous êtes venu avec un graphique, là aussi, de longue période, c'est ça, concernant le S&P 500, Thierry? Oui. Quel est l'objet de ce graphique et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce qu'il n'est pas évident à lire comme ça. Alors dans les grandes lignes, vous avez, ça s'étale, en fait, c'est sur quasiment un demi-siècle, de 1980 à 2024, on a 45 années. Les lignes bleues qui montent, ce sont les hausses du Standard & Poor's 500, qu'elles montent ou qu'elles baissent, et tous les points rouges montent les maximums drawdown pour une année. D'accord, ce sont la perte entre le sommet et le point bas, quoi. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. La ligne bleu marine, qui est la plus basse, remonte au crack du subprime, où le SPI avait perdu en cours d'année près de 50%, et on a fini en baisse de 34%. 2 constats. Le premier, c'est que ça monte beaucoup plus que ça ne baisse. C'est déjà la première bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'en fait, si on écarte 2 années qui ont fini pratiquement à zéro, les marchés n'ont baissé que 8 années sur ces 45 années. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la ligne rose horizontale que vous voyez sur le bas vous montre quelle est la baisse moyenne du marché américain depuis 45 ans. Le chiffre, on ne le voit peut-être pas direct très bien, c'est à peu près 15%. Voilà. D'accord. Par an. En moyenne, par an. Voilà, en moyenne, absolument. D'accord. C'est l'ampleur de la baisse du drawdown moyen du S&P 500. D'accord. La ligne bleu ciel au-dessus, c'est la hausse moyenne 10,6. Je rappelle toujours que si les marchés ont monté depuis les années 80 en moyenne de 10% par an aux États-Unis, sur des durées plus longues, on va dire la bourse existe depuis la fin du 19e siècle, la hausse n'est que 6,5%. Donc on voit à quel point les boîtes de croissance à partir des années 80, vous avez un point d'inflexion. Ce qui n'apparaît pas là dans le commentaire qui figurait sur ce graphe, c'est qu'en fait, très souvent, sur le marché américain, vous avez des corrections comprises entre 7 et 12%. Aujourd'hui, sur le SPI 500, la correction est à peu près 8%. Elle est somme toute normale. Elle est désagréable, et ça, c'est assez habituel. La difficulté, c'est que si on se rapproche plus et que le marché... De 15 approche de 15, qui nous mettrait globalement un marché vers un niveau de 5003 sur le SPI à peu près. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là toute la difficulté, c'est nous, le pitch de notre stratégiste la semaine dernière, c'est qu'il faut probablement rester encore défensif, peut-être encore 1 mois ou 2, c'est pas une science exacte, on a déjà pas mal baissé, que l'accès de faiblesse qu'on a connu du côté du consommateur américain en ce début d'année est surtout lié à 2 phénomènes dont on est peut-être moins sensibilisé ici, c'est le froid et la grippe, mine de rien. Et on sait que c'est des composantes importantes de la croissance du PIB américain et que tout ça devrait se renormer. Donc, je dirais qu'une fois que si on va chercher ces points bas entre moins 13 et moins 15, et j'ai même pas la certitude qu'on y aille, la question sera peut-être probablement de revenir sur des thématiques parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on n'a pas les ingrédients aux États-Unis d'une récession. Les éléments qu'on voit là... non, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Oui. Et ça fait longtemps que les taux sont quand même élevés. Oui, mais c'est pas... Je sais, c'est un argument de comptoir, mais... Non, ça peut s'entendre, mais quand on mesure que ce soit
encore une fois, le niveau du taux de chômage, la situation, on parlait d'effet richesse à l'instant, les analyses qu'on a vues la semaine dernière, je suis allé les voir, sur l'immobilier, la situation est propre, ils ne sont pas terriblement endettés. Votre principal effet de richesse sur un particulier, c'est ça, c'est ça, hein, c'est son immobilier. Après, la bourse, ça va être un autre élément si ça continue à se dégrader, mais il n'y a pas vraiment d'ingrédients qui laissent à penser que les marchés devraient avoir un ajustement fort en termes de récession. Toute la question, c'est la rotation. Et pour finir, ce qui est assez étonnant, et c'est ce que nous, on avait dit en début d'année, je me méfie toujours des consensus, j'aime pas ça. Oui. Parce qu'au début d'année, tout le monde était bullish sur les US, on était très réalistes sur l'Europe. Il se passe l'inverse. Et en fait, par contre, ce qu'on en avait dit, c'est acheter les secteurs qui sont en retard. Je ne parle pas de capitalisation boursière. Et en fait, quand vous regardez les secteurs qui payent depuis 2 mois aux US, c'est des secteurs comme la santé, comme les utilities, comme les banques, les secteurs qui souffrent aux États-Unis. C'est la tech. C'est la tech, c'est la conso discrétionnaire et les communication services, parce qu'ils sont impactés par des acteurs comme Tesla, Meta ou autres. Mais voilà. Et ça, ce phénomène-là peut encore se dégrader à court terme. Mais vous dites on est encore dans la normalité d'un retracement ou d'une correction de marché. Oui. D'accord. Oui. Bon. Et l'idée d'un coupe-circuit, s'il devenait nécessaire à un moment, si 15% de drawdown, si le marché ne s'arrêtait pas à 15% de drawdown, c'est quoi le coupe-circuit derrière pour l'administration Trump ? Je ne sais pas quel serait le coupe-circuit de l'administration Trump. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est quel sera le rôle de la Fed, qui pour moi est vraiment le gendarme des marchés, et savoir quelles seront leurs réactions. Aujourd'hui, comme c'était rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. On parie aujourd'hui maintenant sur 3 baisses de taux. Ça fait 2 ans que tout le monde se trompe sur le nombre de baisses de taux et l'ampleur de leurs baisses. Donc je me garderais bien d'avoir un scénario sur 2025, mais je pense que là, Powell pourra intervenir. Ouais. Véronique. Ça peut être compliqué parce que si on maintient un rythme d'inflation mensuel, de hausse des prix mensuels de 0,3%, et on était à 0,4 le mois dernier, donc ce n'est pas une hypothèse exagérée, à partir du mois de mai, du fait des effets de base, l'inflation repart. Elle repart vite. Le chiffre de mercredi sera important. Et ça va être embêtant, parce qu'on n'est pas du tout sûr, a priori d'ici le mois de mai, avec quand même des hausses de tarifs qui sont pas totales, et bon, ça devrait quand même plutôt pousser les hausses de prix mensuelles à la hausse. Et donc là, je pense que la Fed a cela en tête, ou si elle ne l'a pas encore, elle ne va pas tarder à l'avoir, parce qu'il y a quand même tout un tas d'économistes qui font ce genre de choses. Et que c'est extrêmement gênant, en fait, pour imaginer une Fed qui soit totalement libre d'agir. D'autant que, si on parle du S&P, même le Nasdaq, en fait, on n'a rien perdu. On regarde le graphique sur une période un peu longue, on voit à peine le... Mais c'est justement, c'est qu'on a tellement... On a perdu 12% depuis le sommet historique. Voilà. Mais on a tellement accumulé ces dernières années que ces 12% de baisse, c'est rien du tout. Ouais. Et c'est là que ça fait... C'est vertigineux, quoi. Voilà, parce qu'on se dit... et peut-être que la Fed peut se dire 12%, je ne pense pas parce qu'ils connaissent bien les rouages et les risques associés, mais finalement, dans l'absolu, s'ils veulent un petit peu titiller le président américain, le faire s'enliser, s'embourber, ils peuvent maintenir le cap, attendre de voir, l'inflation qui remonte, tiens, tu avais promis que ça baissait. C'est ce qui est de nature à calmer un peu Donald Trump, quoi. Exactement. C'est aussi ça un coupe-circuit pour moi. Qu'est-ce qui peut calmer l'administration Trump si ça devient nécessaire? Alors là, c'est le coupe-circuit pour Trump, mais peut-être pas pour les marchés. Non. Mais voilà, oui, exactement. Donc c'est pas facile. Bon, les chefs d'entreprise visiblement aussi. On a vu sur l'automobile les histoires de tarifs avec le Mexique et le Canada. Très vite à Détroit, ils lui ont expliqué quand même comment ça se passe. Évidemment qu'il le sait, mais que c'était peut-être pas supportable de le faire comme ça, aussi violemment, etc. Donc il y a quand même Corporate America aussi qui, quand bien même elle a pu participer à l'élection de Donald Trump, qui n'est pas en reste quand il faut peut-être mettre certaines limites à ce que l'administration Trump aurait envie de faire aujourd'hui. Le contraste est d'autant plus
plus saisissant que l'Europe se réveille, Adrien. Alors, ça se voit sur les marchés. Aujourd'hui, ça baisse. On perd 1,5% sur les indices européens, mais la divergence même sur les marchés obligataires a été spectaculaire. Oui, c'est pour ça qu'on vit d'autant moins bien, qu'on regarde vraiment comme quelque chose d'assez exceptionnel la baisse de 12% des marchés américains. Ouais. C'est qu'à côté de ça, on a effectivement des marchés internationaux qui sont bien comportés, avec en plus un dollar qui s'est affaibli, donc ça a en plus accentué l'impression que les marchés américains avaient tendance à beaucoup sous-performer, et avec des annonces en plus géopolitiques et d'argent mis sur la table qui sont intéressantes pour les investisseurs. Donc oui, la dichotomie est assez marquée. Ça va être intéressant de suivre comment est-ce qu'on arrive effectivement à cette coalition en Allemagne. Est-ce que vraiment on va continuer à surprendre positivement sur la dynamique et sur le rythme en fait des annonces. Les Verts ont essayé de faire un petit peu de négociation ce week-end. Oui, c'est le jeu. C'est logique. Mais on verra effectivement si c'est juste un petit grain de sable. Je précise, les Verts sont pour la réforme du debt break. Ça fait partie des partis qui poussent dans ce sens-là. Eux, ils veulent une réforme approfondie qui va encore plus loin sur le debt break. Ils vont rajouter des éléments sur donc c'est là que ça se négocie, environnemental. Voilà, effectivement, de tirer un petit peu leur épingle du jeu dans l'équilibre et dans les propositions qui sont faites. Mais oui, évidemment, la dichotomie est importante. Et puis, d'un point de vue purement financier, les BPA des entreprises en Europe ont continué à être revus en hausse. Donc on ne monte pas juste sur des expansions de multiples. Il y a des révisions bénéficiaires post-publication des résultats annuels et des premiers trimestres qui, dans ce qu'on entend pour l'instant, se passent bien d'un point de vue domestique. Donc ça aide aussi effectivement au momentum et notamment au momentum relatif vis-à-vis des marchés américains. Comment on intègre ce temps européen ou ce calendrier, ce nouveau calendrier européen avec les montants ou la volonté en tout cas de déployer des montants inédits pour l'Allemagne d'après-guerre. Comment on met un prix là-dessus, Adrien? Alors, la semaine dernière, sur l'euro, sur les taux, ça a été la folie, évidemment. Est-ce qu'on a déjà bien intégré ça dans les marchés actions, dans la hausse des marchés actions? Est-ce que c'est un trajet au long cours désormais et un chemin différent aussi, peut-être une perception différente peut-être à terme pour les actifs européens? C'est plutôt ça, c'est qu'on avait un positionnement vraiment, un consensus très très fort sur le fait que l'Europe est une région à oublier, qu'il s'y passerait plus rien, qu'on avait des dissensions géopolitiques très importantes, que chacun jouait un peu sa carte individuelle. On avait en tête Giorgia Meloni qui allait à Mar-a-Lago pour essayer de négocier la propre destinée d'Italie par rapport aux autres pays. Et là, on a l'impression qu'effectivement, au pied du mur, on a enfin un semblant de réveil et la volonté de coopérer. Donc oui, ça donne une impression de quelque chose de nouveau et avec, selon les trébuchants, quand même des montants qui sont assez importants mis sur la table. Donc je pense que là, on a juste vu la correction c'est une région qu'il ne faut plus toucher. On a eu un peu de flux positif sur les actions européennes, principalement en gestion passive, principalement les ETF qui ont été plébiscités. Mais on a un rééquilibrage progressif, effectivement, avec un intérêt pour les marchés. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il va falloir rentrer un petit peu plus dans des éléments tangibles, déjà d'amélioration de sentiments. Je prends l'exemple du résidentiel, des infrastructures, où c'est des marchés qui sont un petit peu mieux orientés depuis 3-4 mois. Si évidemment on se projette avec des éléments de relance importants, ça peut continuer à driver ce momentum. Mais vous parlez tout à l'heure de Saint-Gobain, c'est un titre qui a déjà beaucoup, par exemple, extrêmement réagi au secteur de la construction de manière générale, qui a extrêmement réagi à ce news flow. On sera un petit peu prudent là à court terme en disant on va attendre d'y voir un petit peu plus clair sur l'impact réel sur les chiffres pour le moyen terme. Véronique, il y a effectivement là, ce double horizon avec évidemment la perspective d'une Europe peut-être demain différente, plus solide, plus autonome, puisque c'est le sens quand même du signal envoyé. Cette quête d'autonomie stratégique, c'est ce qu'on disait vendredi, certains l'attendent depuis 15-20 ans maintenant. Donc à quel niveau d'enthousiasme on se situe par rapport à ça, Véronique? Et dans le même temps, personne n'est naïf. On sait qu'on a dans l'intervalle, quand même, à très court terme, une Europe qui reste la même. Tout n'a pas changé non plus en Europe depuis les annonces de Friedrich Merz la semaine dernière. Et puis surtout, la perspective de tarifs à compter du 2 avril. Cette séquence trumpienne, elle est quand même confirmée, répétée. On verra ce qu'il en est. Mais... Donc il y a quand même ce court terme qui semble toujours un peu compliqué et ces perspectives à long terme. Oui. Et on est obligé d'être sur la retenue et de se forcer à se retenir, en tout cas en ce qui me concerne, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière en Europe est juste historique. Et historique à tous les niveaux. C'est-à-dire, une Allemagne qui enfin se montre plus combative. Mais pas pour elle toute seule. A priori, une Allemagne qui redevient européenne. On espère que ça va durer. Mais là, vraiment, Friedrich Merz est quand même très surprenant. On ne s'attendait pas à ça. Il nous avait promis quand même une politique. Nous, on a parlé de Trumpisme poli
En l'occurrence, il se prépare plutôt à faire du Biden. Dépenses d'infrastructures, de défense. L'Allemagne en a besoin. Elle a rechigné à le faire jusqu'à maintenant. Là, il nous met 1,3% du PIB de 2024 pendant 10 ans sur la table. C'est une très bonne nouvelle. Et il est obligé de le faire avec ses partenaires européens et avec la France, le couple franco-allemand qui donnait plus à rire ou à se désoler ces dernières années, a besoin d'exister. Et de fait, il se renoue. Ça redore un petit peu l'image de la France, mais surtout, ça permet quand même de croire à une orientation plus cohérente, plus pan-européenne, et plus efficace in fine. Donc moi, je suis... mais là, comme je vous le disais, sur la retenue, mais très enthousiaste. Mais c'est plus de cohésion. C'est vraiment plus d'unité à la fin. Parce que le risque de fragmentation, il a peut-être pas totalement disparu. Quand on parle de coalition of the willing, alors sur des projets de sécurisation de l'Ukraine, mais sur d'autres dimensions, coalition of the willing, en creux, ça veut dire que tout le monde n'a pas envie de suivre. Et donc, il y aura quand même, et on revient à une grande idée qui existait déjà au moment de la crise souveraine, l'idée de l'Europe des cercles concentriques, de l'Europe à plusieurs vitesses, de l'Europe des projets, etc. Ça peut être un choix, hein. Exactement. Et ce sera peut-être le choix parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, on a la conscience qu'il faut avancer. Donc, il faudra avancer. Ouais. Qui même me suivent et on ira. Et l'autre élément, c'est qu'il faut construire quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux internationaux, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, à part Airbus. Donc ça oblige à une convergence des politiques industrielles ou des initiatives industrielles et il va falloir s'y mettre. Alors, peut-être qu'on ne s'y mettra pas et que ce serait une grande désolation et que dans 6 mois, je vous dirais, on a cru au Père Noël. La déception est toujours possible. Malheureusement, c'est l'Europe. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais eu autant de conditions réunies pour que ça marche, pour y croire. Alors bien sûr, les taux remontent. Peut-être qu'ils remontent un peu trop tôt. Mais enfin, moi, j'ai fait un calcul de coin de table, tout bête. 500 milliards sur 10 ans. 50 milliards donc par an. On prend un multiplicateur budgétaire classique, vraiment pas agressif, 0,5. D'accord. Pour des dépenses d'infrastructure dans un pays qui a sous-investi depuis 20 ou 30 ans. Vous êtes généreuse de mettre 0,5 seulement. Voilà, oui, c'est ça. Je ne pousse pas le truc. Donc 1,3%, 0,5, ça fait 0,7% de stimulation de la croissance structurelle et a priori de la productivité. Sans compter les effets des multiplicateurs européens, ça vaut bien 70 points de base aux taux longs. On est là. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé au niveau des taux longs est un signal durable qui est logique, tant qu'on n'a pas de grosses déceptions. Mais si on va dans cette direction, effectivement, et c'est tout au bénéfice des perspectives européennes, y compris des marchés, bien évidemment, et y compris pour des structurelles. Et y compris pour des pays qui n'ont pas tout à fait le même espace budgétaire que l'Allemagne, dont les taux long terme se retrouvent aussi entraînés dans ce voyage. Exactement. Et c'est là qu'il faudra des résultats assez rapidement parce que les taux, eux, vont vite. Donc, mais je pense qu'il y a une urgence pour avoir des résultats. La volonté politique est là aujourd'hui. Merz a l'air très convaincant. Bon, on a envie d'y croire. Oui, à suivre. Bon, mais... On va y croire. C'est peut-être même que Trump pourrait à un moment trouver cette réaction satisfaisante. C'est aussi ce qu'il cherche à travers son discours, ses rodomontades, ses outrances, si je puis me permettre. C'est aussi ce qu'il veut, que l'Europe dépense plus, soit plus autonome, dépense plus sur le militaire, peut-être un rééquilibrage du rapport de force aussi, qui va dans le bon sens pour tout le monde, de part et d'autre de l'Atlantique. Oui. Non, hypothèse. On peut répondre oui. On n'est pas forcément systématiquement contre tous les messages qu'il envoie. Que l'Europe redevienne, on va dire, souveraine en matière de défense, ça paraît juste, je pense, une évidence. Et on peut que louer l'effort que font les Allemands aujourd'hui. Et quelque part, ça va dans ce qu'ils souhaitaient. Puis on continuera d'acheter un peu américain en plus, avec un peu plus de budget pour le faire. On va espérer que les Allemands achètent des avions chez nous, aux États-Unis. Forcément, ça sera à voir. Mais forcément, il y a des choses qui vont nous amener on va bouger des frontières et c'est probablement le message que lui souhaite qui se mette en place.
Le problème, c'est qu'en fait, il est imprévisible. Je vous raconte juste une anecdote, mais l'un des CFO d'une société de consommation, de distribution de chaussures, Skechers pour la nommer, qui était présent à la conférence, nous disait en préambule d'une présentation, écoutez, ma chambre est au 15e étage, quand je passe du 15e étage au rez-de-chaussée, je me suis demandé combien de fois les tarifs douaniers allaient bouger. C'était assez drôle, mais c'est pas faux. Et c'est ça qui est compliqué avec Trump, c'est la difficulté. Ouais. Comment, alors, pour revenir au marché américain, là, vous dites, on est dans un moment où il faut rester encore défensif, c'est ça C'est le message qu'on fait passer, oui. Je pense qu'on manque de visibilité aujourd'hui pour se remettre long sur les thématiques qui ont été porteuses pendant 2 ans. On le disait à l'instant, les drawdowns, les replis, quand on se met sur une échéance un peu longue, sont toujours douloureux quand ils sont réalisés dans des périodes aussi courtes, mais ça reste malgré tout marginal. Voilà, même si la difficulté, c'est que la semaine dernière, avant que je parte aux États-Unis, j'ai repris les niveaux des indices. Le SPI 500 était entre 3 et 4% des plus hauts. Sauf que vous aviez, quand vous prenez individuellement les Magnifiques 7, ou Magnifiques 6 si on exclut Tesla, la plupart des boîtes étaient entre moins 12 et moins 18. Et on voit bien que ces valeurs qui ont porté le marché par une excessive concentration, qui avait touché son paroxysme en décembre dernier, il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup de clients, c'est qu'ils sont très exposés sur un univers de valeurs qui ont été à l'origine de leur performance depuis 2 ans. Et en fait, le souci de diversification est quelque chose que certains ne voulaient soit pas entendre, pas... En fait, et donc ça se fait maintenant un peu dans la douleur, quoi. C'est un peu le pain trade, quoi. Oui, c'est la question qui se pose. C'est est-ce que c'est trop tard? Et nous, on pense pas forcément, mais il faut aller vraiment dans le détail. C'est-à-dire qu'on rentre dans des marchés de trading, alors qu'on était plus dans du directionnel, et c'est pas toujours simple. Il faut trouver des secteurs. Je vais pas encore vous redire une fois ici ce que je recommande depuis des mois et des mois. C'est-à-dire l'assurance, c'est pas très sympathique. Enfin, c'est pas très. Si ça fait le job, c'est. Mais ça fait le job. C'est aux ce qu'on États-Unis, cherche. en tout cas, ça délivre. Oui, surtout du côté des courtiers. Ouais. Adrien, alors déjà, le marché américain, est-ce que vous dites là, ça va être des bonnes opportunités dans quelques temps? Pas tout de suite. Pas tout de suite, ok. Pas tout de suite. Moi, je reprends vraiment le message de Corporate. C'est attention, premier trimestre, on est certainement encore au devant de petites déceptions. Il n'est pas improbable qu'on ait quelques warnings ou quelques secteurs qui disent finalement, oui, la reprise est plus longue que prévu, les effets de stock sont plus longs que prévu. Donc, et la dose d'enthousiasme, les biais de confirmation qu'on peut avoir, que les investisseurs peuvent avoir sur ce marché américain, ils ne sont pas totalement déconstruits aujourd'hui, quoi. Non plus. Non. C'est ça. Et donc, sur l'Europe, qu'est-ce qui a changé? Enfin, est-ce qu'il y a une manière de s'exposer à l'Europe aujourd'hui, un peu plus? Là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a un aspect tactique, j'imagine. Les valeurs de la défense ont beaucoup flambé, les valos sont élevés. Donc, est-ce que c'est déjà un moment où on est moins confortable, ou est-ce qu'avec des horizons de moyen long terme, on se dit que la voie est tracée pour l'instant? Non, un peu moins confortable pour 2 raisons. La première, c'est qu'il va quand même falloir investir dans des capacités de production pour beaucoup de ces entreprises-là. Donc, on va avoir d'abord des investissements avant de voir la croissance de résultats. Donc, là encore, sur les trajectoires de croissance de résultats, je ne pense pas qu'à court terme, on ait des gros sauts qui justifient les cours qui ont pris 70-80% pour la majorité de ces entreprises-là. Nous, ce qu'on aime bien, c'est tous les plaies un peu infrastructures européennes qui sont déjà bien identifiées avec des expositions en Allemagne et même françaises importantes. Une entreprise comme SPI, c'est une entreprise qui fait 5-10% de croissance de BPA par an de manière très régulière, qui avait été un peu oubliée. Elles ont un concurrent américain qui s'appelle Quanta Service, je crois que ça a dû faire x7 ou x8 sur les 7 dernières années. On a exactement la même chose en Europe, mais avec un titre qui a été un peu sous le radar. Et moins cher, pour moins cher. Pas particulièrement poussé, ni très visible, alors qu'ils ont... On va redécouvrir ces valeurs-là. Oui, avec des relatifs entre les valorisations américaines et les valorisations européennes qui sont quand même très souvent favorables à des acteurs européens. Alors, on ne matchera pas force les multiples, mais il y a certainement des écarts qui permettent de gagner un petit peu en performance. Small et mid, ça se réveille un peu. Le MDAX, là, donc, qui n'avait rien fait. On parle beaucoup du DAX, dividende inclus, qui bat des records depuis des mois et des mois maintenant, mais le MDAX a quand même été plutôt le reflet de l'atonie de l'économie allemande ces dernières années. Oui, ça traduit 2 choses. Si vous cherchez des valeurs domestiques très bénéficiaires du plan de l'infrastructure, oui, vous allez plutôt chercher des petites capitalisations. En plus, vous avez là l'euro qui a remonté, donc en plus, les exportatrices pourraient souffrir un petit peu à court terme de cette remontée de l'euro. La majorité des entreprises européennes qui avaient très bien performé ces 3 années, c'est tout ce qui était très exposé au marché américain. Essilor, Imprimion, Schneider Electric. Publicis, autres. Voilà, là aussi, dans l'idée de chercher un petit peu autre chose, d'autres secteurs, on regarde un petit peu. Et donc, on pourrait descendre en taille. On pourrait voir des intérêts revenir quand même sur des tailles d'entreprise
entreprises, Oui, enfin, des ça, entreprises plus domestiques, oui. plus locales. Là encore, il faut que les taux non plus, les taux soient après assez stabilisés, parce qu'on sait très bien que quand même la sensibilité des petites capitalisations à la hausse des taux est quand même assez importante. Donc, Bon, pour les banques centrales, le sens du voyage est un peu moins clair. On n'aura pas le temps d'ouvrir rouvrir le dossier banque centrale, mais sur la logique d'investissement, là, comment en tant qu'économiste vous réfléchissez? Alors, on avait parlé avec vous, et je le rappelle à nouveau, Véronique, en fin d'année dernière, le DAX, le CAC, c'était des moments pour y aller en octobre, en novembre. Vous l'avez créé avec Calis 360 notamment, pas uniquement. Là, qu'est-ce que vous dites? Bah là, on a fait des beaux parcours, ouais. Ça vient d'être dit. Donc, bon, il va falloir digérer un petit peu tout ça. Effectivement, c'est sans doute le temps, et puis le contexte international est ce qu'il est. Le marché américain gêne un peu. Donc, voilà, un peu plus prudent. Mais on reste, je l'ai exprimé tout à l'heure, on reste plutôt porté par les perspectives européennes, comme je l'ai très rarement été dans ma carrière, à vrai dire. En tout cas, ces 20 J'en dernières témoigne, années. Véronique. J'en témoigne. Et du coup, effectivement, c'est le jeu des rotations sectorielles. Ouais. Et quand vous avez des économies qui nous promettent, ou des politiques qui nous promettent de porter la croissance avec des plans d'infrastructure, de construction industrielle, parce que quand on parle de défense, on parle quand même de l'industrie et de la technologie et de tout un tas de choses. C'est normalement, ça se diffuse au tissu effectivement économique, et donc à des entreprises de plus petite taille. C'est plutôt très bon d'ailleurs pour les perspectives de croissance in fine, pas que les perspectives financières. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus parce que notre numéro est sous embargo pour publication sans doute demain matin. Mais mince. voilà, mauvais timing. On est vraiment dans cette veine-là, tout à fait. Ouais. Et je pense qu'on partage largement ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, cofondatrice de Calis 360, Thierry Guil, président de Raymond James France, et Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarine Gestion, étaient nos invités.